Bonsoir, chers étudiants, et j'espère que nous en forme. On a continué avec l'étude de la matrice extracellulaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des protéines fibreuses de la matrice extracellulaire. Donc, il y en a plusieurs. Donc, nous allons débuter avec les collagènes. Donc, nous allons parler de la structure des collagènes et de leur fonction également, de leur formation, de leur synthèse et au niveau cellulaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les collagènes sont des protéines. C'est la première chose qu'il faut savoir. Ce sont des protéines fibreuses, longues et rigides. Donc, ce sont des protéines de structure, contrairement aux autres protéines qui sont des protéines de fonction, par exemple les enzymes. Donc, les enzymes ne participent pas à la structure de l'organisme, mais ils ont des rôles et fonctionnels, les récepteurs aussi et certaines hormones. Dans les collagènes, c'est des protéines fibreuses, longues et rigides. Donc, ce sont des protéines qu'on trouve chez tous les animaux pluricellulaires. OK? Maintenant, on nous dit ici chez les mammifères, ce sont les protéines les plus abondantes. OK? Donc, ça, il faut le savoir. OK, il faut nous donner information ça. Donc, les collagènes sont les protéines les plus abondantes chez les mammifères. OK? Donc, ce sont des super hélices formées de trois chaînes polypeptidiques. En fait, quand on parle de collagène, la molécule de collagène est formée de trois chaînes polypeptidiques. OK, torsadé. C'est un concorde. OK, c'est un pour nous prendre trois fils et puis nous torder ensemble. Donc, chaque fil représentait une chaîne qu'on désigne chaîne alpha. OK? Donc, ce sont des super hélices formées de trois chaînes polypeptidiques. On appelle ces chaînes alpha, hélice gauche avec trois acides aminés par tour. Pendant que nos longueurs sont capables d'atteindre jusqu'à 1000 acides aminés, longueur chaque chaîne. Cela veut dire que pour une molécule de collagène, donc on peut compter jusqu'à 3000 acides aminés. Et acides aminés, ça, c'est pratiquement 3 grains d'acides aminés. Alors, je rappelle que les acides aminés sont les unités structurales des protéines. Okay? Les protéines sont des polymères, mais les monomères des protéines s'appellent acides aminés. Donc, gagner 20 acides aminés protéinogènes, acides aminés qu'on trouve dans les protéines de tous les êtres vivants. On les appelle acides aminés protéinogènes, c'est-à-dire acides aminés qui sont à la base, qui sont à l'origine des protéines, gène, origine, formation, étymologiquement gène, origine, formation. Maintenant, parmi ces 20 acides aminés protéinogènes, donc vous gagnez environ 3 acides aminés qui représentent l'ensemble des acides aminés de la collagène, de la molécule de collagène. Maintenant, 3 acides aminés, c'est d'abord glycine, l'acide aminé le plus simple. Et puis, nous gagnons proline, acide aminé cyclique. Et puis, nous gagnons hydroxyproline, qui c'est un acide aminé modifié. OK? Un acide aminé modifié. Donc, glycine, l'acide aminé le plus simple,
qui pas gagné carbone asymétrique, seul acide aminé qui va gagner carbone asymétrique. Le plus simple, on l'appelle également glycocol. Et puis, nous gagnons XY, donc ça, c'est le triplet d'acide aminé. Donc, la molécule de glycogène, Jean le dit là, elle est constituée de la répétition d'un triplet d'acide aminé. Donc, si vous voulez, de même qu'on avait dit que dans les glycosaminoglycanes, l'unité structurelle, c'est un disaccharide. Maintenant, dans les collagènes, l'unité structurelle, c'est un tripeptide. Donc, c'est en répétition de trois acides aminés, glycine, proline, hydroxyproline. Glycine, proline, hydroxyproline. Ouais. Donc, tout en sachant que hydroxyproline, c'est un acide aminé modifié. OK? Donc, et alors, la différence entre proline et hydroxyproline, c'est que proline, c'est un acide aminé standard. Parmi les acides aminés standards, vous n'allez pas trouver hydroxyproline. OK? Proline, c'est l'acide aminé standard. Maintenant, certains acides aminés peuvent subir des modifications après la traduction. C'est-à-dire qu'après l'incorporation, après la synthèse de la protéine, OK, après la synthèse de la protéine, certains acides aminés peuvent subir certaines modifications. Par exemple, les prolines, après la synthèse de, de, de collagène, donc subit une modification post-traductionnelle qu'on appelle hydroxylation. C'est-à-dire c'est la fixation, l'ajout de groupement hydroxyle sur proline. Mais songez bien que proline, hydroxyproline n'est pas un acide aminé standard. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver hydroxyproline parmi les 20 acides aminés protéinogènes ou acides aminés standards. Okay? Donc, hydroxyproline, c'est un acide aminé modifié et après la traduction. Donc, on appelle cette modification post-traductionnelle. OK? Donc, maintenant, je dis non, la proline et glycine sont deux acides aminés très importants pour la formation des triples hélices. Très important pour la formation des triples hélices. Et en bas, qu'est-ce qu'on dit? Les chaînes alpha sont des sous-unités de base des molécules de collagène. OK? Donc, sachant que chaque molécule de collagène est constituée de trois chaînes alpha, et il existe, et la information ça dans le slide précédent, et 20 types de chaînes alpha. Donc, chaque molécule de collagène est un triple hélice constitué de trois chaînes alpha qui peuvent être identiques, monotrimères ou différentes hétérotrimères. Type de collagène. Mais on dit nous que il y a une vingtaine de types de collagène différents que vous identifiez. Donc, une vingtaine de types de collagène différents que vous identifiez. Donc, chaque type, c'est le résultat de la combinaison de 3 des 25 chaînes alpha différentes répertoriées jusqu'à présent, chacune étant codée par un gène différent. Alors, il faut nous connaître et comment on protéine synthétisée. Le point de départ de la synthèse d'une protéine, c'est le gène et portion d'ADN, ok, séquence d'ADN, qui est là-dedans l'information génétique nécessaire à la synthèse d'une protéine. Donc maintenant, ici, on a répertorié jusqu'à présent 25 chaînes différentes, 25 chaînes alpha différentes. Quand on parle de chaînes polypeptidiques. OK? Quand on parle de chaînes polypeptidiques, c'est-à-dire des chaînes, des longues molécules, de longs polymères formés d'acides aminés et les acides aminés sont liés par des liaisons peptidiques. OK, maintenant, chaque chaîne
eh bien, yo est codé par un gène différent. C'est-à-dire que c'est chaque chaîne, eh bien, il y a un gène qui baille naissance avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait qu'ils sont différents. Ok, chaque chaîne, si toute chaîne, c'est un seul gène qui te baille naissance avec eux, on a gagné 25 chaînes identiques, mais comme gagné 21 gènes pour une chaîne, donc gènes n'est pas identique, donc on a gagné 25 chaînes différentes. Ça fait que et triplet de triple hélice qui est dans la molécule de collagène, là, est capable de trois chaînes différentes, hétéro-trimaire, tout comme est capable de trois chaînes identiques, et homo et dimère. Maintenant, on nous dit certains types de collagène sont composés de deux ou trois types de chaînes alpha et d'autres composés d'un seul type de chaîne alpha. Bon, on a déjà vu ça. On en distingue ainsi trois principales grandes familles. OK? Trois principales grandes familles de collagène. Nous avons les collagènes fibrillaires. OK? Les collagènes fibrillaires. Les collagènes associés aux fibrilles. Et puis les collagènes formant des réseaux. OK? Donc, trois grandes familles de collagène. Songez ça, trois grandes familles de collagène. Donc, nous allons regarder chaque famille ça et qui ça qui nan. Donc, nous avons les collagènes fibrillaires. OK? Les collagènes fibrillaires. Donc, nous avons les collagènes, c'est collagène qui est responsable de la résistance aux forces de tension. Résistance aux forces de tension. Donc, on va aller trouver ces collagènes dans les tendons, etc. Et ils s'assemblent dans la matrice pour former, alors quand on parle de matrice ici, c'est la matrice extracellulaire. Ils s'assemblent, alors on parle des collagènes, ils s'assemblent dans la matrice pour former des fibrilles de collagène dont le diamètre est compris en 10 à 300 nanomètres. OK? Les fibrilles de collagène. Donc, vous allez voir tout à l'heure et dans le schéma et différents types d'organisations. Donc, les fibrilles peuvent s'assembler à leur tour pour former des fibres de collagène. Maintenant, il y a plusieurs éléments à différencier. Donc, vous avez les chaînes alpha, qui c'est unité de base et structure de base de la molécule de collagène. Vous avez la molécule de collagène qui est constituée de trois chaînes alpha torsadées. Maintenant, vous avez fibrille de collagène. Fibrille de collagène, c'est un assemblage de molécules de collagène, c'est-à-dire que des triples hélices de collagène. Et ensuite, vous allez avoir fibres de collagène et fibres de collagène. Les mêmes, c'est un ensemble de fibrilles qui associent ensemble. Et puis, vous avez les collagènes associés aux fibrilles, donc qui stabilisent, qui collent et toutes fibrilles ensemble dans les fibres de collagène. Donc là, on dit non, les fibrilles peuvent s'assembler à leur tour pour former des fibres de collagène. Donc, nous gagnons hélice alpha, collagène, fibrille de collagène et fibres de collagène. Quatre niveaux d'organisation pour cette molécule qu'on appelle collagène. Donc maintenant, les fibres de collagène sont visibles au microscope optique, donc dont le diamètre peut s'élever à plusieurs micromètres. Donc on distingue ainsi le type 1, donc principal collagène de la peau et des os et représente 90% du collagène présent dans l'organe. Alors, on parle de collagène fibrillaire. Donc, nous avons différents types. Nous avons type 1. Donc, nous avons les types 2, 3, 4 et 11 également retrouvés dans les tissus conjonctifs. OK, voilà. Là, on a une idée de l'organisation
de cette molécule qu'on appelle collagène. Donc, voici l'unité, alors le tripeptide, ok, l'unité de base de l'unité structurale de la chaîne alpha. Donc, la chaîne alpha est constituée d'un triplet répétitif ici, et nous songez que c'est glycine, ok, glycine, proline, hydroxyproline. OK, glycine, proline, hydroxyproline. OK, donc on nous représente le triplet ici. Ensuite, vous avez la molécule de collagène lui-même qui constitue de trois chaînes alpha. OK, qui constitue de trois chaînes alpha. Et puis, vous avez donc une molécule de collagène qu'on appelle le triple hélice. Vous avez un ensemble de triple hélices qui associent ensemble, qui a constitué ce qu'on appelle fibrille. OK, maintenant, il y a un ensemble de fibrilles, OK, qui associé à des collagènes, qui stabilisés, qui liés par d'autres molécules de collagène, constituent ce qu'on appelle des fibres de collagène. Donc là, c'est les différents niveaux d'organisation du collagène. OK? Maintenant, nous gagnons, là, c'est pour là, on a terminé avec les collagènes fibrillaires. OK? Maintenant, ici, nous avons les collagènes associés aux fibrilles. Donc, c'est le cas des collagènes de type 9 et 12. Donc, leur fonction est probablement de relier les fibrilles entre elles. OK? Relier les fibrilles entre elles et de relier les fibrilles aux autres composants de la matrice. Donc, si on parle de fibrilles entre elles, donc on est dans les fibres de collagène. Parce que c'est fibres de collagène qui constituent de l'ensemble de fibrilles. Donc, si vous assemblez, si nous mettons en pile fibrilles ensemble et puis nous collons, eh bien, ça parle de nous des fibres de collagène. Donc, cette fonction suggère leur rôle dans la détermination de l'organisation des fibrilles dans la matrice, donc qui varie d'un tissu à l'autre. Donc, les collagènes de type 9-12, donc même c'est des collagènes associés aux fibrilles. Et puis, nous gagnons les collagènes formant des réseaux. Donc, collagène, pas seulement organisé en des structures et fibrillaires et non, ok, mais ils constituent des réseaux et ils disent dans les lames basales, ok, lame basale, parce que nous avons dit que ça n'a parlé de la matrice extracellulaire qui est spécifique que nous jouons en bas et l'épithélium, voilà, et matrice extracellulaire à la base des épithéliums, ok, à la base des épithéliums, donc c'est la lame basale. Donc, dans les lames basales, donc les collagènes de type 4 s'assemblent en un réseau souple de type feuillet multicouche, ok. Donc là, c'est un réseau, donc vous allez voir l'image après. Ces molécules sont plus flexibles que les collagènes fibrillaires car leur structure entre pélis est interrompue en de nombreux points. Elles interagissent entre elles par leurs domaines terminaux et s'assemblent pour former une structure régulière en filet à maille lâche. Donc, on voit filet, donc on joue football. OK? Maille lâche qui sert de charpente pour arrimer les autres molécules de la lame basale. Voici le réseau dont on parle. Donc, association de molécules de collagène de type 4. OK? Donc là, c'est ce réseau de collagène donc, qui forme plusieurs couches que nous joignons dans la lame basale et matrice extracellulaire trouvée à la base des tissus donc,
épithéliaux. Biosynthèse du collagène de type 1. OK. Maintenant, nous gagnons les étapes de synthèse à l'intérieur des cellules sont celles de toutes les glycoprotéines exportées. OK, les glycoprotéines exportées. Donc, pas oublier que la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme. Le processus démarre dans le noyau et se poursuit dans le cytoplasme. Donc, première étape de la synthèse d'une protéine, c'est la transcription, c'est-à-dire la copie et la conversion de l'information génétique, OK, en ARN messager. Donc, vous avez l'ADN qui est copié en ARN messager. Donc, ça, c'est dans le noyau. Donc, l'ARN messager est transporté dans le cytoplasme. Donc, avec le support des ARN du transfert, ARN ribosomique et des enzymes, eh la synthèse de la protéine a lieu dans le cytoplasme. Et au niveau du cytoplasme, vous avez l'appareil de Golgi, vous avez réticulum endoplasmique et granulaire ou bien rugueux qui peut intervenir dans la maturation ou encore dans des modifications post-traductionnelles de ces protéines. On regarde les différentes étapes de la synthèse du collagène de type 1. Donc, c'est un exemple qu'on prend ici. D'abord, synthèse des chaînes pro-alpha dans le réticulum et granulaire. Pourquoi dans le réticulum granulaire? C'est parce que, et pas bien que nous avons un réticulum endoplasmique lisse, c'est-à-dire que qui pas et gagne un ribosome sous lui, alors que nous gagnons le réticulum endoplasmique granulaire ou bien rugueux qui est tapissé d'un grand nombre de ribosomes. Et les ribosomes, c'est usine de synthèse des protéines. C'est le site de synthèse des protéines. Donc voilà pourquoi on dit synthèse des chaînes pro-alpha dans le réticulum endoplasmique rugueux. Donc, alors on dit pro-alpha. Pro-alpha, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la chaîne alpha. Mais les chaînes pro-alpha sont des précurseurs des chaînes alpha. Donc, ce sont des précurseurs protéiques contenant le peptide signal d'adressage au réticulum endoplasmique à l'extrémité N-terminale. OK? C'est-à-dire que chaîne alpha, pour alpha, liguen ont peptide là-dedans qui sont peptides qui ont peptide, c'est-à-dire qui signalent. C'est-à-dire que peptide, ça sont peptides qui peuvent reconnaître et qui peuvent permettre que, qui viennent avec information qui peuvent permettre que il y ait d'autres réactions qui fait au niveau de cette chaîne. Alors, à l'extrémité N-terminale, donc je rappelle que les protéines, les chaînes polypeptidiques ou encore les peptides, il y a deux extrémités. Il y a une extrémité N-terminale, c'est là où l'on trouve le groupement amino NH2, et il y a l'autre extrémité C-terminale et pour COH. Alors, bien entendu, ce n'est pas toute protéine qui gagne deux extrémités, ça va dépendre. La protéine peut être cyclique. Dans le cas d'une protéine cyclique, il n'y a pas d'extrémité. La protéine peut être semi-cyclique, ok? Dans ce cas, il y a une seule extrémité. Mais là, dans le cas des protéines linéaires, donc il y a deux extrémités, ok? Et puis, et des propeptides aux extrémités N et C terminaux, ok? N et C terminaux. OK, donc ça, c'est la synthèse des chaînes pour alpha, première étape. Deuxième étape, c'est hydroxylation des résidus lysine et proline. OK, hydroxylation des résidus lysine et proline. Je vous avais dit, pourquoi on parle de résidus, c'est parce que
Un acide aminé qui est intégré, incorporé dans une protéine n'est plus un acide aminé. Donc, on parle de résidu d'acide aminé. OK? On parle de résidu d'acide aminé pour les acides aminés qui sont déjà incorporés dans une protéine. OK, maintenant, hydroxylation. Alors, c'est ce qu'on appelle modification post-traductionnelle. Donc, l'hydroxylation, c'est une modification post-traductionnelle. Donc, cette modification est assurée par des enzymes qu'on appelle hydroxylase. OK, par exemple, pour lysine, c'est lysyl hydroxylase. Pour proline, c'est prolyl, P-R-O-L-Y-L. L-I-S-Y-L, lysyl, prolyl, hydroxylase. Nous, pour chaque acide aminé, il y a une enzyme spécifique. Et cette hydroxylation se fait dans le réticulum endoplasmique et route 2. OK? Donc maintenant, pourquoi cette hydroxylation? C'est pour faciliter la formation de liaisons hydrogènes entre les chaînes alpha, OK, pour faciliter la formation de liaisons hydrogènes entre les chaînes alpha qui ont un rôle de stabilisation. C'est-à-dire que chaîne c'est grâce à ces interactions que ont été collées ensemble. Non seulement ils ont tordé autour de l'autre, mais ensuite ils ont des liens intercaténaires, ok, intercaténaires qui permettent qu'ils auraient été soudés, qu'ils auraient été jam. OK? Donc, le rôle de l'hydroxylation, c'est d'ajouter des groupements hydroxyles pour faciliter la formation de liaisons hydrogènes entre les groupements hydroxyles et d'autres fonctions dans les acides aminés. Deuxième modification, et première modification post-traductionnelle, c'est l'hydroxylation. Deuxième modification post-traductionnelle, c'est N-glycosylation. C'est cette modification traditionnelle qui est plus abondante au niveau des cellules, N-glycosylation. Si hydroxylation, c'est l'ajout de groupement hydroxyle, mais N-glycosylation, les mêmes, c'est ajout des monosaccharides. Donc, glycosylation. OK, glycosylation. Donc, depuis nous avons glycosylation, nous n'en saillons et glycoprotéines. OK, glycoprotéines. Donc, N-glycosylation dans le réticulum endoplasmique rugueux et puis O-glycosylation, c'est dans l'appareil de Golgi. Alors, pourquoi on dit N-glycosylation? N-glycosylation, c'est parce que le glucose ou bien la chaîne polysaccharidique ou bien l'oligosaccharide qui va être ajouté sur la chaîne polypeptidique, mais il est ajouté sur un groupement amino. Pas oublier que si on a parlé de protéines, on a parlé de protéines de chaîne polypeptidique. Donc maintenant, si on parle de glycosylation, c'est qu'on va ajouter quelques molécules de sucre, ok, yon oligosaccharide sous protéine. Maintenant, il faut qu'il y ait une liaison qui fait entre tétrasaccharide et chaîne polypeptidique là. Maintenant, si il y a une liaison, les liaisons impliquent des groupements fonctionnels. Mais dans le cas de N-glycosylation, c'est un groupement amino NH2 de un acide aminé protéine qui va réagir avec un groupement OH de yon sucre qui est polysaccharide là ou bien qui est oligosaccharide là. Donc le fait que liaison faite avec un atome d'azote, eh bien on dit N-glycosylation. Dans O-glycosylation, c'est un groupement OH, OK, de yon acide aminé, et pas un peu l'acide aminé qui est groupement OH, il y en a trois, sérine, thréonine, tyrosine, et nous allons voir que c'est sérine, tyrosine et thréonine qui participent dans la liaison avec l'oligosaccharide,
Donc, puisque c'est un groupement OH, il y a oxygène là-dedans, eh bien, on parle de O-glycosylation. Donc, O-glycosylation, appareil de Golgi, N-glycosylation, réticulum endoplasmique, rugueux. OK? Maintenant, quatrième étape, association des trois chaînes de l'appareil de Golgi pour former les molécules de procollagène. OK? Molécules de procollagène, c'est l'association des trois chaînes. OK? L'association des trois chaînes. Donc, nous avons collagène, nous avons procollagène. Maintenant, exocytose du procollagène. Donc, procollagène, il sorti dans les cellules. OK, maintenant, la maturation des fibrilles de collagène et l'assemblage des fibres se poursuit à l'extérieur de la cellule. Ouais. Donc, la maturation des fibrilles de collagène et l'assemblage des fibres de fibrilles se poursuit à l'extérieur de la cellule. Et dans ce on avait parlé de exocytose. 6. Clivage des propeptides N et C terminaux du procollagène par des protéases matricielles spécifiques. Pas oublier que chaîne pour alpha, yo te gagné des propeptides aux deux extrémités. Maintenant, c'est après l'association des fibres de collagène, des fibrilles, c'est après la formation des fibrilles et la formation des fibres que vous pourrez gagner. Et alors, c'est après l'association des fibrilles, ok, parce qu'on parle de maturation. Après l'association des fibrilles, on pourra gagner clivage, enlèvement des extrémités et des propeptides trouvés aux extrémités N et C terminaux. Maintenant, nous gagnons clivage des propeptides N et C terminaux du procollagène, ok, par des protéases matricielles. Donc, protéases, c'est des hydrolases, des enzymes. Ce clivage est nécessaire pour l'assemblage en fibrilles. OK? C'est-à-dire que si clivage n'a pas fait au niveau du procollagène, OK? Donc, procollagène, vous gagnez pour alpha, qui gagne extrémité, qui gagne des propeptides. Donc, 3 pour alpha assemblé li bay pour collagène. Eh bien, pour collagène, ça yo pour subir des réactions de clivage pour être capable bay et la molécule de collagène nan, et clivage ça dit nous nécessaire pour l'assemblage en fibrille et n'a pas lieu pour les collagènes non fibrillaires. Donc, ce clivage concerne les collagènes fibrillaires. Donc, le procollagène devient alors collagène. OK? Donc, ce clivage transforme le procollagène en collagène. Assemblage des molécules de collagène en fibrille avec un décalage, c'est-à-dire que décalage de un quart de leur longueur, c'est-à-dire que pas comme si nous là et on est capable d'expliquer ça. Et deux extrémités ne pas tomber dans le même point, ok? Deux extrémités ne pas tomber dans le même point quand on parle de décalage. Et ben, moi montrer nous rapidement l'image, ça veut dire, voilà, une molécule et puis voici l'autre molécule. OK? Est-ce que nous, ouais. Mais décalage là, dans la longueur, OK, c'est de ça parler. Donc, si pas de décalage, donc, deux extrémités, tu as tombé dans le même point, ouais. Donc, là, pas de décalage. Mais là, nous avons un décalage, OK? Voilà. Très bien. J'espère que nous voyons ça, ça parler là. Et puis assemblage des fibrilles de collagène en fibres, donc avec le support des collagènes associés aux fibrilles. Donc ce sont eux-mêmes, ils ont assuré la cohésion des fibrilles dans les fibres de collagène. Alors quand on parle de assurer la cohésion, on fait référence au collagène qui est associé aux fibrilles. OK? Ensuite, cette cohésion des fibrilles
de collagène est renforcé par la formation de liaisons croisées covalentes. Donc, gagner des liaisons, et c'est pas liaison hydrogène, non? Et dans le triple hélice, c'est ça? Triple hélice, nous gagnons des liaisons hydrogènes entre les chaînes alpha, mais entre les fibrilles, ok, nous gagnons la formation de liaisons croisées covalentes. La liaison hydrogène n'est pas une liaison covalente, ok? C'est une interaction faible. Maintenant, entre les fibrilles de collagène, pour gagner des liaisons croisées covalentes, liaisons ça yo fait entre lysine et hydroxylésine. Donc, liaison entre lysine et hydroxylésine. Donc, ces liaisons se font à l'intérieur de la molécule de collagène entre les chaînes alpha et entre les molécules de collagène. OK? Donc, nous gagnons non seulement des liaisons hydrogènes, mais nous gagnons des liaisons covalentes qui stabilisent et molécules de collagène qui stabilisent les fibrilles et qui stabilisent les fibres. Donc, c'est ça qui fait que molécules sont capables de résister aux forces de tension parce que diamant. OK, maintenant, nous campons là avec les collagènes. Donc, je vous enverrai une autre petite vidéo sur les fibres élastiques et demain pour compléter le cours de cette semaine.